deuxième rencontre avec David Moux. David Moux, Yorana. Yorana Michel. Et merci de m'accueillir encore une fois chez toi. Avec plaisir. Nous t'avons laissé la semaine dernière dans ton bureau, David, au camp d'Arouet, où tu es secrétaire comptable. Un secrétaire comptable qui a de plus en plus de responsabilités. Mais comme beaucoup de tes compatriotes, tu souhaites devenir français. L'époque s'y prête. Nous sommes dans les années 70-72 et tu deviens citoyen français et soumis de ce fait à l'obligation de faire ton service militaire. Oui, à cette époque-là, j'ai été me faire naturaliser français en 1973. Ça a été compliqué? Non, à l'époque, c'était pas compliqué. Je pense c'est à cause d'une élection, je ne sais pas quelle élection, ils ont besoin des voix des Chinois, et donc les Chinois étaient plutôt pro-français. C'était une masse électorale intéressante à recruter. Donc les Français, ils voyaient cette masse-là qui est chinois, mais il peut voter en sa faveur, donc c'est plus facile d'être naturalisé après, quoi. Donc à cette époque, et un an après, j'ai été appelé à faire le service militaire. Et j'ai demandé à aller en France. C'est des privilégiés qui partent. Donc moi, avec les adjudants qui étaient chefs de mon service, je lui ai demandé si tu ne peux pas pousser ma candidature à partir en France. Et là, je connais le gars qui fait les listes pour envoyer des jeunes en France. Donc je suis parti en France. Tu avais envie de connaître la France. Oui, comme je ne suis jamais parti, donc en France, c'était un autre monde. Et il faisait froid. Et on ne mange pas pareil. C'était l'armée, c'était tout ça. Mais pour moi, c'est presque comme des vacances chez moi. Je travaillais plus à la maison que d'être dans l'armée. Donc, les tâches qu'on me donnait, c'est presque rien, quoi. Je peux faire c'est très peu, quoi. C'était des tâches, balayer, nettoyer, être à l'heure, j'avais déjà ça dans ma culture, quoi. Donc, j'ai pas souffert de mon service militaire. Au contraire, j'ai aimé. Donc, j'ai aimé aussi avec les Français qui sont des camarades français, qui m'ont envoyé chez eux, qui m'ont fait découvrir la vie chez eux, quoi. Donc, c'était très enrichissant. Tu as gardé un très bon souvenir de ce séjour. C'est un très bon souvenir. Et tu es toujours aussi heureux de retourner en France? Maintenant, oui. Tu y vas pour des raisons professionnelles, surtout. Oui, maintenant, je vais pour la foire agricole de Paris, pour les foires ailleurs. Le salon d'agriculture, oui. Tout ça, là. Et puis, un beau jour, tu montes encore de grade. Tu changes plusieurs fois de spécialité dans ton travail. Ah, dans l'armée, oui. Dans l'armée, quand je suis revenu... on m'a demandé, le chef de corps m'a demandé, est-ce que tu voudrais pas aller à Hao, parce que la comptabilité à Hao n'était pas bien tenue, quoi. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et je suis payé en heures supplémentaires et toutes les semaines, je dois revenir à propriété pour rendre compte des travaux et l'état de la comptabilité de l'époque. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et pendant 4 ans, j'ai fait ça, aller-retour. Lundi, je pars d'ici et vendredi, je reviens. Le samedi, je vais au CEP. Ah oui, j'ai passé les week-ends à Tahiti et la semaine à Hao. Voilà. Tu découvrais les Tuamotu? Oui, je découvre Hao, Amanu. Après, j'ai fait Moruroa et Fagatofa à l'époque. Alors là, tu t'adonnes aussi, quand tu as le temps, à la pêche. Oui, c'était Hao plutôt, la pêche. Hein. La pêche, donc, le mercredi après-midi, on ne travaillait pas, donc il faut trouver quelque chose, quoi. Et on allait à la pêche le mercredi après-midi, on allait sur un motu, et la nuit, on revenait avec du poisson. Avec les Tahitiens, on a pris je me suis débrouillé à avoir un réservoir de vautours. Les vautours, c'est des avions. Et pour avoir de kérosène, donc ils volaient. Après, ils larguaient cette citerne de 1500 litres.
on jette, quoi. Et moi, j'ai ramassé ce truc de vautour. C'est une torpille, une genre de torpille qui met de l'essence dessus. Et j'ai coupé en deux et j'ai mis un balancier, j'ai mis un petit moteur. Après, on partait sur le lagon pour aller pêcher. C'était une embarcation de choc. Ah oui, les Tahitiens étaient contents. Ils avaient quelque chose pour aller sur le Moutou. On était à 9 dessus, donc c'était bien. Hein, c'était une grande pirogue. Alors tu m'amuses, parce que dans ton livre, tu racontes que tu as eu un jour un Tahitien, un Pomotou, qui t'a dit « Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et tu l'encourages à faire du poisson séché. Voilà. Sans se douter que Ao serait peut-être un jour une plaque tournante pour la production des poissons. Ouais. Oui, on allait pêcher, c'est incroyable. Et le matin, on revenait avec du poisson et on faisait en paquet et on allait vendre avec mon Solex au village le poisson. Et le poisson, ça partait en 5 minutes, tout le monde venait acheter. Et pourtant qu'ils ont beaucoup de poissons, ils mettaient la ligne dedans et les gens, ils achetaient le poisson, c'est incroyable. Après, un jour, un Tahitien, il me dit, c'est un pêcheur aussi, il me dit, David, si le CEP s'en allait, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'aurait rien pour manger, avec tout la manne qu'ils ont amené, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, peut-être il faut faire des packs à poissons, des packs de bec de canne pour faire le poisson séché. Tu as le poisson, tu le sèches avec du sel, ton investissement c'est le sel. Tu sales ton poisson, tu le sèches et tout, et le poisson salé des Tuamotu, c'est le meilleur du monde. Parce que tous les bateaux qui venaient de croisière, comme le Mariposa, Monterey, tout ça qui venait, c'est des Hongkongais qui sont des serviteurs sur le bateau. Maintenant, c'est les Philippins. Avant, c'était les Hongkongais qui servaient la cuisine, la laverie, tout ça, tout ce qui est la base des travaux d'entretien, tout ça, c'est des Hongkongais. Quand ils arrivent à Papeete, leur but, c'est venu chez Yik, rafler tous les poissons salés pour ramener chez eux. Et ils disent, pourquoi vous ramenez tant de poissons? Il a dit, le poisson salé, quand on donne à la famille, c'est le meilleur cadeau qu'on peut leur offrir. C'était un très bon cadeau. C'est le top, quoi, qu'ils demandent. Parce que le poisson salé tahitien, quand vous allez frire, quand tu frites, tu sens à 50 mètres le poisson salé. Donc, ça embaume. Donc, les gens, ils achètent. Et je lui ai dit, voilà, il faut trouver quelqu'un pour faire la nurserie du bec de canne, et cela avec des produits que tu vas peut-être acheter, commander pour nourrir ce poisson dans un parc. Et une fois que le poisson est gros, tu le sèches, tu le sales et tu mets dans une caisse et ça part en Chine ou aux USA. Il y a une sacrée communauté chinoise aux États-Unis. Donc, eux, ils achètent ce poisson salé. Il a dit oui, mais il n'a jamais fait. Tu n'as pas eu envie de te lancer avec lui dans cette aventure? Non, à cette époque, après, c'est pas mon... Je suis pas la mer, c'est pas mon... C'est pas ton domaine préféré. C'est pas mon domaine, donc c'est la terre, quoi. Donc, j'ai pas eu envie d'aller sur cette partie de la mer. Mais ça peut marcher si... Tu as resté combien de temps à Ao? 3 ans? 4 ans. 4 ans. Et à Molulu, 1 an, et Whangkautauwha, des passages.
papa ki tua e wharai taku nene e akua nia e ananahi e a kirikiri nā te ke kai tua i tuaraki nei e e wharai taku papa ki tua e wharai taku nene e akua nia e ananahi e tā kirikiri nā te ke kai tua tuanaki nei e Maurovois, tu y étais quand il y a eu les lancements de la bombe souterraine, je Voilà, crois. bombe souterraine. Tu disais que les Tahitiens s'amusaient à faire des petites pyramides de pierre, coraux de pour voir coraux si ça pour allait que- bouger ou pas bouger. Voilà, c'est ça. Mais oui, pendant les tirs, on nous rassemblait sur des plateformes. Donc, on nous pointait, tout le monde doit être là à telle heure, donc on est pointé. Tout le monde s'asseyait, il n'y a rien à faire, quoi. Hein. On attendait, donc pour s'amuser, ils mettaient des cailloux dessus l'un sur l'autre pour voir si ça va trembler la terre, quoi. Mais la plupart du temps, ça ne tremble pas. Hein. C'est juste un petit... la mer qui tremble, là, qui fait... c'est une vague. Une petite vague, hein, c'est frémissement. C'est tout des frémissements, c'est tout. Voilà, c'est pas une vague qui est énorme qui vient. Hein. Et à cette époque-là, tu ne pensais pas du tout encore à la canne à sucre. Non, je ne pensais pas beaucoup à la canne à sucre. C'est le travail. Après, on est... Après AO, qu'est-ce que tu as fait? Après AO, on peut demander à revenir à Tahiti pour notre travail. Tu as demandé toi-même? Oui, j'ai demandé. Comme je connaissais Hélène à cette époque, donc il ne faut pas que je la laisse tout seul tout le week-end. Donc tous les week-ends, je descendais, je la voyais. Et à cette époque, je vais être avec elle, quoi. Donc j'ai demandé à revenir à travailler à Tahiti. D'être en famille, de retrouver ta famille. Voilà. Ah, je vais pas raconter une histoire. Un jour, à Hao, je mangeais au mess des sous-officiers. Et tous les vendredis, on a du poisson. C'est carême, quoi. On mangeait que du poisson. Et un jour, on a mangé du poisson et je me sentais pas bien quand je mangeais. Je pensais que c'est des loups de mer de France. C'est du poisson qu'on a mis un genre on a frit, on a mis dans les trucs. Je pensais que c'est du poisson de France. Et je me sentais pas bien. J'ai le nez qui chauffe, le bout des lèvres qui chauffe. Et je buvais un café, c'est pire. Tu vois, après, je vomissais. À vendredi soir, je prenais l'avion. Et j'ai été dans l'avion quand même. J'ai dit à mon copain de m'envoyer l'avion. Je me sentais pas bien. Je suis rentré dans l'avion et l'hôtesse de l'air me voyait que j'allais pas bien. Peut-être elle est infirmière aussi. Elle m'a fait une piqûre. Mais ça n'a rien fait. J'étais dans les vapes, hein, presque, je ne voyais plus. Et à l'arrivée, on était 4 comme ça. On est arrivé, il y a l'ambulance ils nous attendaient. On est direct à Jean-Prince. Et pendant 3-4 jours, j'étais dans le coma. Et c'était le poisson, ils ont testé, c'était le poisson. Et les gens qui ont mangé là-bas sont restés à Hao. Ils étaient une quarantaine. Et tout l'infirmerie de Hao, tout le long, il y a des malades, quoi. Ils vomissaient, pissaient, ils chiaient du sang, quoi, à cette époque. Hein, c'était grave. Hein. Et comme c'était un nouveau cuisinier, c'était un pêcheur qui lui a amené un barracuda. Il ne connaissait pas le barracuda, il pensait que c'est un poisson qui est bon pour la consommation. Il a donné à manger à tout le monde et c'était très toxique, ce poisson.
Et j'ai passé 15 jours à l'hôpital Jean-Prince. Oui, c'était un empoisonnement complet. Non, oui, très, très, très fort. Hein. J'étais 3-4 jours dans le coma. Ben, dis donc. C'était très fort. Hein, enfin, c'était... Et depuis, tu n'as pas d'allergie aux poissons? Si, je mange tout ce qui les poissons qui sont un peu toxiques, que je voyais, des perroquets ou des mérous, je ne prenais pas, j'ai peur. Si jamais je toxique, parce que la toxine, tu le gardes dans le foie pour toute ta vie. La toxine que tu as prise. Je crois, oui. Donc, dès que tu as quelque chose de ciguatera, plus minime qu'il soit, tu es affecté. Donc, ça picote, tu es fatigué, tu ne dois pas manger n'importe quel poisson, jusqu'à présent. Hein. Après, on m'a demandé de revenir à Tahiti et à cette époque, il y a 1500 logements de militaires qui habitent que le militaire loue aux civils. Ah, tu as changé complètement de spécialité, là. Voilà. Et ils m'ont demandé si je ne voulais pas être un maîtreur, un genre d'huissier, quoi, pour faire l'état des lieux, entrée, sortie, et estimer les maisons, est-ce que ça vaut la valeur que le propriétaire demande, tout ça, on fait des maîtrises, tout ça. Là. Donc, c'était mon job, quoi. Tu avais combien de logements à ta charge? Il y a 1500, donc on a la moitié s'en va tous les 2 ans. Tous les ans, il y a un changement d'effectifs. Donc, il y a au moins 700 logements qui se libèrent, qui changent. On n'est que 2 pour faire les 700 logements. Donc, au moins 300 à 400 logements pendant 6 mois à faire les états des lieux. Donc, on allait à 6 heures, on sortait les dossiers à 6h30, 7h, on partait pour faire les états des lieux. Et des fois, jusqu'à 6h, 8h du soir, on est encore sur le lieu. Parce que c'était la belle époque. Hein. Les avions sont pleins pour partir. Donc, il faut faire les états des lieux, tous les gens qui s'en vont. Et des gens qui arrivent. L'état des lieux à l'arrivée, voilà. C'est une présence constante. Ouais, une présence constante. Mais c'est 6 mois. 6 mois que tu es à bloc, tu fais des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Et notre voiture est payée. Mais pendant les 6 autres mois, tu es très libre. Tu viens le matin, s'il y a un état de lieu à faire, tu le fais. Après, tu rentres à la maison, tu ne reviens pas au travail. Ah oui, ça te donne une certaine liberté. Oui, c'est 6 mois de liberté et 6 mois de travail forcé. Travail intense. Intense, oui. Toujours pas de canne à sucre au marché encore? Non, pas à cette époque. Donc, cette époque, après, je suis marié avec Hélène. On a le premier bébé. Le bébé commence, c'est Yann, alors, l'aîné. Il a 1 an. Les dents commencent à sortir. Il y a la fièvre et tout. Change. Les dents qui poussent, quoi. Hein, c'était la fièvre et tous les maux de la pousse des dents, quoi. Donc, ma belle-mère, j'ai une belle-mère qui est demi-tahitienne de Fituna, de Raiatea, qui connaissait bien les plantes et tous les trucs. Donc, il cueillait tous les herbes dans le jardin. Et après, je le voyais couper une canne à sucre, il pelait et écraser la canne dans un pénou et tordait le jus pour mélanger avec les plantes qu'elle a cueillies et le mélanger, les faire le jus. Parce que le jus des herbes, c'est amer. Donc, l'enfant n'aime pas tellement boire. Il faut l'adoucir. Il faut l'adoucir avec le jus de canne à sucre. Donc, ça donne du goût. L'enfant arrive à boire plus facilement. Donc, ça calmait la fièvre. Donc, le lendemain, la fièvre est tombée. Et c'était un bon diurétique. Le jus de canne à sucre, c'est un diurétique pour les gens qui ont la fièvre, pour purger un peu le corps, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire du jus de canne à sucre avec la canne? Ce serait pas mal. Donc, l'idée est venue de là, de faire de la canne à sucre. Et c'est parti pour la canne à sucre.
faire bénéficier la communauté de ce savoir-faire que tu avais, qu'elle avait avec toi. He was born like mama and he grew up like papa, little baby in his lovely island, living in freedom and close to the nature. He would never like to change his way of life. He's so very happy, so very happy, growing up beside the mountain with the love that all the people give to him. So cool la vie Joe, so cool la vie Joe. Il est né comme sa maman, a grandi comme son papa dans les champs. Quelques années ont passé, il est devenu un jour un beau gentil garçon. Comme tous ses amis, il gagne sa vie de sa pêche ou simplement du fa'apou. Alors tu as planté, qu'est-ce que tu as fait? Oui, à cette époque, il y a plus de... À Timono, c'était fini en 66, donc en 73, il n'y a plus de canne à sucre. Et mon enfant, je suis marié en 79, en 80, il avait 1 an. Il est né en 80, il avait 1 an, donc j'ai commencé comme j'ai demandé à venir ici avec ma femme, j'ai acheté un petit terrain avec Hélène. Et je construisais ici, je dis bien. Mais de l'autre côté, il y a des terrains libres du côté de Tipperary, là où tu as été voir. J'ai planté d'abord des arachides, des concombres, tout ça. Ça marchait bien, mais quand il y a les légumes, tout le monde a les légumes pour vendre. Donc, c'est pas la peine, quoi. C'est pas oui, pas la peine de faire de la concurrence. La concurrence, elle dit, j'ai planté quand même 6 pieds de canne à sucre. Tu trouvais où alors ces pieds de canne à sucre? Tu les trouvais comme je faisais des états des lieux dans les maisons à louer. Souvent, les Tahitiens, ils ont une touffe de canne à sucre dans le jardin. Et je leur demandais s'ils ne peuvent pas me donner 2 ou 3 cannes pour aller planter. Ils disaient, oui, allez couper, prenez ce que vous voulez. Là, j'ai coupé pour venir planter. J'ai commencé à 6 boutures de canne et on m'a donné un peu plus. Donc, au bout d'1 an, j'ai planté une petite parcelle de canne à sucre. Et l'année suivante, j'ai coupé pour replanter, ainsi de suite. Et, oui, tu as commencé petit, puis après... Et c'est difficile à planter, il faut une bonne terre, il faut une bonne terre bien mélangée quand même. Bien. Comme je connaissais bien la pente, les travaux de terre, des plantations sur la pente, comme mon père nous a appris, c'est toujours sur la pente des montagnes qu'on plantait. Hein. Donc, je connaissais, je piochais à la main, c'est pas avec les machines. Hein. Donc, je piochais, je débroussais, je coupais les gros arbres, les pistachés, après, j'ai déraciné petit à petit. On brûlait la souche, après, ça pourrit, après, les racines pourrissent, quoi. Donc, on plantait, on fait un gros trou, bien même, on plique deux cannes sur le côté, comme le manioc, et ça poussait. Donc, il faut arroser de temps en temps. Mais il faut beaucoup d'eau quand même. Hein. Ici, c'est sec. Donc, au bout d'1 an, ça pousse et on peut couper. Au bout d'un an, et on replante. Ça veut dire que tu passais tes week-ends à planter parce que tu faisais pendant ces 6 mois de liberté, tu plantais à ce moment-là? Voilà, pendant les 6 mois, je faisais état des lieux, je rentrais vite, j'allais dans les champs, je plantais. Donc, je suis libre pendant presque tout l'après-midi et le matin, quoi. Donc, c'est bénéfique pour moi. Et l'idée d'aller au marché? Non, l'idée d'aller au marché, c'était pas encore ça. On a planté la canne, je dis comment on va faire le jus. Après, nous deux, Hélène, on est partis à Taïwan.
pouvoir visiter, parce qu'à l'époque, Taïwan disait aux Chinois d'outre-mer, le 10-10, le jour national des Chinois, et on les accueillait, on leur donne à manger et à boire, c'est gratuitement. Et pendant 3 jours. Les 3 jours sont pris en charge par l'État de Taïwan. Tous les gens d'outre-mer. C'est fantastique, ça. Il y a au moins 10 000 gens qui y vont, tout Haïti, aller là-bas pour voir. Mais pour profiter de ces 3 jours. Ces 3 jours, mais 3 jours, c'est gratuit, mais tu ne vas pas faire que 3 jours, tu vas faire 2 semaines ou 1 semaine. Oui. Une semaine, tu dois payer l'hôtel, le main et tout. Oui, tu participes. Tu participes. Donc, les Chinois sont très habiles. Hein. Ils te donnent quelque chose, ils te donnent peut-être 10 000, mais tu as dépensé déjà 20 000 ou 30 000. Hein. C'est un appât. Donc, les gens venaient, les Chinois d'outre-mer venaient pour voir Taïwan, fait des démonstrations d'avions qui passent sur basse machin, et les armées défilaient. C'est comme le 14 juillet, quoi. C'était bien, et on nous faisait travailler. Intéressant. Oui, et on nous faisait découvrir Taïwan en train. Et tout est gratuit. Le manger et le train. Tu as tourné plusieurs fois à Taïwan? Non, une seule fois. Et en allant dans la ville, on voyait les gens écraser la canne, donner du jus en verre. J'ai dit, pourquoi pas envoyer cette machine à Tahiti pour faire du jus. Et oui, l'idée t'est venue là. Voilà, l'idée est devenue là. L'idée est devenue de planter la canne, mais j'ai planté la canne sans savoir comment il faut faire. Oui, donc, je suis comment l'utiliser, voilà. En dehors de la médication. Voilà. Et après, j'ai importé une machine. Et après, en 83... C'était là, on avait 2000 mètres carrés de canne à sucre déjà, qui est là, à l'autre côté. Et Vena, elle est venue, il a tout cassé, tout emporté. C'est vrai que Vena était... En 83. Et quand est-ce que tu avais installé dans ta pente une voiture qui te remontait la canne? En 84. C'était extraordinaire. Ouais. Parce que c'était une pente tout à fait... forte. Ouais. C'est pas facile de travailler dedans, de ramasser, de couper, de planter. Non, je faisais... Comme c'était en pente, donc j'ai fait un rail en bois avec un chariot avec deux moyeux qui roulent et avec des trucs qui bloquent sur les côtés. Donc, je chargeais le chariot avec une corde et une poulie attachée avec ma voiture, ma 404. Je tirais et ça remontait la canne, le chariot jusqu'en haut. Et après, une fois déchargé, on fait redescendre et ainsi de suite. Donc il y avait quelqu'un en bas chargé. Qui chargeait et quelqu'un en haut qui recevait la charge. C'était impressionnant, en tout cas, de voir ça. Ah bon, merci. C'était un souvenir entre la distillerie que je découvrais là, avec les 2 travailleurs des Vanuatu, peu bavards, qui travaillaient autour de l'alambic. C'était impressionnant. C'est une petite cabane que tu avais... Oui, c'est une petite cabane. C'est le commencement. Et ça, c'était encore, donc, du moment où tu as vendu au marché le jus de canne... Oui, c'était en 84, j'ai commencé à vendre le jus de canne. Et qui tu avais comme clientèle? Que des Chinois ou des Tahitiens? Au début, c'est beaucoup de Chinois. Mais après, les Tahitiens, ils ont vu, ils sont venus. Donc, on a les 2 communautés qui prenaient la canne, le jus de canne. Ils savent que le jus de canne, ça apaise la fièvre. Ça élimine un peu les toxines, peut-être. Tu avais fait venir des appareils pour les broyer? Tu avais fait venir du matériel? Non, j'ai acheté d'abord la machine pour extraire le jus. C'est un petit moulin. Donc, j'ai fait au marché pendant jusqu'à 79, 84 jusqu'à 88. Quand on a planté là, les 3000 mètres carrés ne suffisaient pas. C'était la grande demande de jus de canne à sucre. Tous les dimanches matins, ça partait. Ça partait. Hein. Donc, il faut approvisionner la canne. Donc, des fois, j'ai acheté chez des gens comme ça, mais
c'était pas fiable, quoi. Hein. Donc, des gens que j'achetais, des fois, ils venaient voir au marché que ça marchait. C'était 50 francs, je les payais au début. Mais la deuxième fois que je allais le voir, ils disaient non, chinois, c'est plus 50 francs, c'est 100 francs. Ça m'a donné une leçon, quoi. Il faut qu'ils soient indépendants, quoi. Donc, j'ai délocalisé. J'ai été chercher un terrain plat à Papara. Donc, à cette époque, il y a encore beaucoup de terrains qui ne sont pas occupés, quoi. Et j'ai été à Papara, c'est du plat complet, donc c'est plus facile comme travail. Mais je ne connaissais pas le travail des terrains plats. Donc, je fais avec la pioche, avec la drague, pas la drague, le tractopelle, hein, pour faire les sillons, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais heureusement, il y a un Chinois à côté qui me voyait faire ça, et il a eu pitié de moi. Il a dit, David, c'est pas comme ça qu'on fait ici. C'est pas, il faut pas faire comme ça. Et après, il a dit, voilà, je vais te donner un coup de main. Il a nettoyé avec son tracteur de terrain. Il a retourné la terre. Il a ameubli la terre. Il a cassé les bottes de terre. Et après, il a fait, voilà, je te fais les sillons et tu piques là-dedans. Et une fois que ça pousse, il faut que tu refermes. Et j'ai écouté sa technique, quoi. Donc, c'est gentil de sa part d'avoir donné, d'avoir appris comment faire. Ah oui, c'est incroyable. J'ai eu cette chance-là. On est toujours copains, il est toujours vivant. Je vais le voir de temps en temps. Il est content de me voir. En tout cas, ce choix de Papara, c'était un retour à l'histoire. Oui, c'est retour à l'histoire. Parce que cette terre avait dû appartenir au domaine d'Atimaono, non? Oui, c'est le domaine de génie. Hein. Là où je suis, c'est le domaine de génie. C'était planté de coton à l'époque. Et après la faillite de Atimaono, ils ont vendu aux enchères certainement cette partie-là aux gens. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs propriétaires qui se sont succédés, dont Cardella, dont il y a eu à un moment donné. Tomato hairera I te matete I tomato hoora mai I te pahua Anu hira te wanira Rori e te mimi E wahariro I tamara na te mauhoa Awe te maae Te hapara ore Awe tato Te opaparo e David Mouk, chacun assure qu'il n'était pas ta seule source de revenus. À cette époque, il y a un terrain de libre en face de chez moi, de l'autre côté du versant de Saint-Amélie. J'ai demandé au propriétaire pour faire une petite plantation. Au début, c'était 400 mètres carrés, hein, c'est très peu, hein, c'est un potager. On faisait du arachide, il y a beaucoup de succès avec l'arachide, mais beaucoup de travail. Il faut déterrer, il faut contre les rats, il faut l'enlever l'écorce, il faut le sécher, il faut le macérer, le sécher encore, et le cuire avec du sable. Oui, c'est un travail compliqué. Ouais. Mais tu ne faisais pas d'huile, tu faisais de l'arachide. L'arachide grillé, quoi, hein, comme le café, quoi. C'est dans des bouteilles, quoi. Hein. Comment vous faisiez griller l'arachide? Vous aviez des appareils? Non, on fait griller dans du sable. Le sable de la mer, qu'on nettoie bien. Après, on met dans le wok.
On chauffe le sable et on met l'arachide dessus pour remuer. Parce que le sable chaud, ça cuit tout en ensemble. Quand c'est jaune là, tous les arachides sont jaunes, sont dorés, quoi. Donc, c'est le sable qui donne la chaleur, c'est uniforme, quoi, pour la cuisson. Mais il fallait aller le chercher, ce sable. Non, c'est 2 ou 3 kilos de sable, ça suffit pour cuire le... Et tu faisais cuire longtemps? Non, une fois que c'est bien doré, on sort, on met sur un tamis et le sable il passe à travers et on enlève un peu ce qui reste et on met sur un plat pour que ça refroidisse avant de mettre en bouteille. Et vous mettiez ça dans des cornets, vous vendiez ça? Non, on met dans des bouteilles de whisky. Dans des bouteilles de whisky. Et qu'on récupère dans les bars et les bouteilles de whisky à carré, là, donc on vendait à 1000 francs la bouteille, donc ça partait comme rien du tout, quoi. Et les gens mangeaient les arachides comme amuse-gueule? Comme amuse-gueule. Mon père, il mangeait le arachide avec du whisky ou du rhum. Donc, c'est... Quand il y a des amis qui arrivent, c'est l'apéritif. C'est l'apéritif, quoi. C'est avec le rhum ou le whisky. Et ça, vous étiez nombreux à faire la ratita? Oui, on était... À notre époque, non. À mon époque, en 80, dans les années 79, 80, il y a très peu. Donc, les gens... c'était le CEP qui est là. Donc, on ne va plus aller planter très peu de plantations d'arachides parce que l'importation est plus facile et meilleur prix, quoi. Parce qu'à un moment donné, à Faha, il y avait des champs d'aratita et on faisait de l'huile. Voilà, c'est de l'huile avec... Il y avait une presse à huile, je me souviens qu'on l'avait exposée à Faha une fois. Ah bon, j'ai pas vu ça. Non, je savais qu'il faisait de l'huile, mais je ne savais pas comment on le fait. Et alors après la ratita, ça a été la canne à sucre? Ouais, après on a fait des concombres et tout. Mais les légumes, c'est pas tellement rentable parce que quand ça pousse bien, ça donne bien, tout le monde en a. Donc le prix s'effondre, quoi. Oui, ça pousse bien chez tout le monde. Chez tout le monde. Donc tout le monde en a, les prix baissent, quoi. David Mousse, revenons à ce qui va devenir ton activité principale, l'exploitation de la canne à sucre. La canne en 80, donc poussait bien. À 83, c'était à maturité, donc on doit le couper. Mais c'est Véhénin qui est venu à cette époque, donc il a tout ravagé, quoi. Et tu avais beaucoup de pieds de canne, tu avais beaucoup de plants. Ouais, beaucoup de pieds qui sont... Et ça a été arraché complètement? Pas arraché, mais cassé, quoi. Donc, ça, c'était plus bon, quoi. Donc, il faut les raser et laisser repousser. 2 semaines après, les jeunes pousses ont bien repoussé. Avec la pluie et le soleil, tout a bien repoussé. Donc, on a attendu encore 1 an pour avoir la maturité de la canne avant de couper la canne en 84. Pour vendre au marché. On épluchait la canne dans des tonneaux en inox. On mettait la canne et on a amené la machine avec des tonneaux de canne. On presse devant les gens. Et la première fois qu'on est là, tout le monde s'attroupait autour de ma camionnette parce que c'était... un grand succès. C'était la première fois qu'on voit quelqu'un pour faire du jus là même pour les gens. Donc, les gens, ils ont acheté. Tout le monde a acheté. En 1 heure, tout le stock est parti. Donc, ça m'a donné du courage. Du courage il faut y aller maintenant. Il faut planter beaucoup. Et à force de planter. C'était une canne qui poussait naturellement à Tahiti ou c'était une canne déjà importée? Non, c'était une canne. Au début, c'était une canne d'origine, pas d'origine peut-être. C'est la Piavaré, c'est une canne que les gens d'ici, les Polynésiens, prenaient pour faire les médicaments. Oui. C'est une canne qui est très tendre, hein, donc le jus est sucré aussi. Donc, on prenait cette canne pour faire des raus, des médicaments pour les enfants ou pour les vieux. Mais très vite, tu as construit un petit alambic, un petit distillerie.
Ouais, tu as pensé, pourquoi tu as pensé au rhum? Pourquoi tu t'es pas contenté de faire du jus du canne? Non, parce que comme on a planté beaucoup et ça marchait beaucoup, donc on a dit il faut qu'on aille à Papara, c'est des terrains plats plus grands et plus faciles à travailler, quoi. Donc on a délocalisé pour aller on a planté à Papara, mais on a toujours gardé la plantation à Saint-Amélie. Donc, on a planté, il y avait 4 hectares, c'était immense, quoi, pour moi, quoi, au début, quoi. Et quand on a planté 4 hectares, il y a tellement de cannes qu'on ne peut pas tout vendre au marché, parce qu'il y a une surproduction de cannes. À cette époque, en 88, 90, on se demandait qu'est-ce qu'on va faire de tous ces cannes et qui pourrissaient sur pied, quoi. Et j'ai dit à ma femme, on va faire peut-être du rhum. Mais ma femme me dit, tu es fou, c'est pas dans notre culture de faire du rhum, on connaît pas. Et c'est vrai, je demandais aux gens, des travailleurs de Atimono, comment ils faisaient la canne à sucre, le rhum. Et ils disent, eux, ils exécutent les ordres, donc ils savent pas que c'est comme ingrédient qu'on met. On dit de mettre 1 kilo ça, 1 kilo ça, donc ils ne savent pas que c'est le produit. Ils exécutaient, c'est tout, ils ne savaient pas très bien. Donc tu n'as pas trouvé dans la mémoire des anciens travailleurs de l'aide? Non, je n'ai pas trouvé. Et tu as rencontré un certain Bernard Léger. Oui, c'est vrai. Bernard Léger, c'est lui qui faisait le Avatea. Il a fait une distillerie de fruits. Et j'ai été le voir, on s'est sympathisé. Comme c'était un ancien représentant de la France à Pékin, il parle un peu le mandarin, parle bien le mandarin. Et moi, j'ai été à l'école chinoise, je parle le mandarin, donc je conversais avec lui. Donc, il était content de trouver le mandarin, quelqu'un pour converser, quoi. Donc, il me disait, voilà comment on fait. Mais il a dit, pour le rhum, il ne sait pas faire. Donc, on peut pas je ne vais pas te donner des tuyaux parce que la canne à sucre et c'est pas le même système. Et comme je travaillais, il y avait des aumôniers qui venaient pour les soldats, l'armée du CEP. Donc, on se côtoyait, mon bureau est à côté de l'aumônerie. Donc, on se parlait, on tissait des liens. Après, je lui dis, vous connaissez bien les Antilles? Il a dit, oui, je fais toutes les Antilles jusqu'à la Guyane. Et je lui dis, est-ce que vous connaissez un rhum? Oui, je sais bien, on boit le rhum, mais j'ai des copains qui savent bien faire le rhum. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner leur adresse si je peux aller voir comment ils font? Il dit, c'est un autre problème. Mais il a dit qu'il a un bon copain. Il a
Et il a un copain qui était représentant en arôme de trucs. Et ce copain, il allait dans toutes les distilleries pour vendre des arômes et tous les trucs, quoi. Donc, il connaissait cette personne, donc il l'a appelé, et cet représentant est venu me voir. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Voilà, je voudrais voir comment on fait le rhum aux Antilles. Il a dit, j'ai un copain à Marie-Galante. C'est un grand copain et je vais l'écrire et je lui dirai que tu voudrais faire le rhum. Et il a écrit, quelques temps après, il m'a dit, OK, c'est bon, tu peux y aller à Marie-Galante. Alors vous êtes parti? Voilà, on est parti avec Hélène là-bas pour voir comment ça marche, quoi. On a été à Guadeloupe, en Martinique, mais les usines sont tellement grandes qu'on ne connaît pas comment ça marche vraiment, quoi. Il y a le début, mais la suite, on ne le connaît pas. Donc, à Marie-Galante, c'est une petite île comme Moorea, quoi. Et la distillerie, c'est à taille d'homme, quoi. C'est pas sophistiqué comme les Antilles, comme la Guadeloupe ou la Martinique. Donc, c'est encore un peu artisanal. C'est artisanal, c'est très artisanal. Donc, quand il m'a vu, il m'a dit, c'est toi, David, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je viens faire l'espionnage industriel chez vous, là. Mm-hmm. Il a rigolé, mais il a dit, viens. Mais il a donné que les bases. Pas le secret. Pas le secret, donc tout le monde garde le secret, hein, mais la base, je lui donne. Et je suis revenu encore, et je suis revenu à Tahiti, je fais, mais c'était pas bon. C'était quelque chose qui clochait, qu'il faut que je trouve l'astuce ou un truc comme ça. Et à cette époque, en 1996-97, le CEP sonne le glas, quoi. Ça sonne le glas du départ du CEP. Donc, il demandait aux gens on demande des gens de faire la reconversion, de partir dans le civil. Donc, j'ai demandé, oui, je vais bien partir. Et eux, le CEP, vous donnez le voyage, l'hôtel, les trucs pour que vous alliez en France ou n'importe où pour faire le stage. Et le CEP m'a donné cette chance-là. Et comme j'ai fait presque 30 ans de CEP, on nous donnait un salaire par année de service. Donc, on touchait presque 30 salaires en plus, quoi, au départ, quoi. Donc, ça nous donnait un gros pactole pour le départ. Bien, Très, très bien, très, très bien. Alors, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai investi sur les machines. Et j'ai redemandé à partir en Marie-Galante pour voir comment c'est exactement. Ce voyage fut déterminant. À ton retour, David, tu ne penses plus seulement jus de canne, mais tu rêves Rome et tu te lances. La semaine prochaine, tu nous raconteras cette belle aventure. Merci David, et merci Touiva Lambert qui a réalisé cette émission.